avec son corps, le podcast qui aide les personnes qui veulent renouer avec leur corps à développer confiance et conscience grâce à une pratique du yoga accessible, tournée vers l'écoute de soi et la compréhension du mouvement et de l'anatomie. Je m'appelle Léa, je suis professeure de yoga et j'ai la conviction forte qu'en développant une meilleure conscience corporelle, en apprenant à se connaître, à se comprendre et à s'écouter, il est possible de développer une relation bienveillante et autonome à son corps. Pour cela, je vous partage l'état des connaissances sur le sujet, ainsi que des pratiques concrètes pour gagner en conscience et confiance dans votre corps. C'est parti! Bienvenue dans le premier épisode du podcast Bien avec son corps. Dans cette première partie dossier, je vous présente ce que j'appelle la tyrannie de la comparaison. Je vous propose de répondre à différentes questions à ce sujet. Pourquoi on se compare si souvent ? Comment la société nous incite à nous comparer toujours plus ? En quoi cela peut-il affecter notre confiance en nous ? Et enfin, comment réduire les effets néfastes d'une certaine tendance à la comparaison compulsive ? Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser un avis. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram @leayogai. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de prendre un temps fou pour vous faire belle ou beau pour un événement important, un mariage, une soirée, de partir de chez vous plutôt satisfaite du choix de votre tenue et surtout de son résultat dans le miroir ? Puis d'arriver à la dite soirée ou l'événement et de commencer à remettre en question votre propre satisfaction en observant la tenue des autres. Cela m'est arrivé de nombreuses fois. Ce qui m'interpelle dans cette situation, c'est que la comparaison m'a fait douter de mon propre avis, déjà difficilement positif sur moi-même. Alors je me suis demandé pourquoi la comparaison pouvait autant affecter nos jugements, particulièrement ceux que nous avons à notre propre égard. Commençons par définir la comparaison. Dans le dictionnaire, c'est une action qui consiste à mettre en parallèle deux éléments afin d'en saisir les similitudes et les différences. C'est d'ailleurs aussi le cas d'un point de vue grammatical. La comparaison est ce qu'on appelle une figure de style, rapide comme l'éclair, frais comme un gardon, beau comme un cœur, etc. Yves-Alexandre Talman, qui est un psychologue et auteur, a consacré de nombreux ouvrages à la culpabilité et il explique que se comparer est une action naturelle et normale. Selon lui, se comparer est un comportement humain, inné, qui est motivé par le besoin de s'évaluer et de se définir. Le cerveau met constamment en rapport des objets, des concepts, des idées pour mieux apprendre et mieux raisonner. D'ailleurs, des études en psychologie expérimentale ont démontré que c'est en nous comparant dès le plus jeune âge que nous sommes capables de nous définir en tant qu'individus, de laisser un « moi » émerger. La comparaison est un outil pour définir l'existence et la survie de notre ego, qui n'est donc pas forcément quelque chose de négatif en soi, et donc d'une partie de notre identité. C'est sur cette base également que Léon Festinger a développé la théorie de psychologie de la comparaison sociale. Selon elle, se comparer est une nécessité pour se connaître et progresser. Dans sa théorie, il parle d'abord de comparaison ascendante, c'est-à-dire de tenter d'égaler quelqu'un ou quelque chose qui est tenu pour supérieur. Selon cette théorie toujours, la comparaison ascendante nous aiderait à nourrir notre ambition. Et parvenir à égaler celui qui est tenu pour supérieur alimenterait notre estime de nous-mêmes. D'un autre côté, il définit la comparaison descendante, c'est-à-dire le fait de se comparer à plus malheureux que nous, moins bien lotis que nous. Et selon lui, cette comparaison descendante servirait à relativiser nos échecs, à nous réconforter. La vie en société a naturellement tendance à nous pousser à la comparaison. On passe nos journées à jauger nos différentes identités, celles de collègues, d'amis, d'époux, d'épouses, de frères ou de sœurs, par rapport aux normes de la cellule sociale dans laquelle on évolue. Notre groupe d'amis, notre entreprise, notre couple ou notre famille dans les exemples que j'ai cités précédemment. Ces normes sont généralement présentées comme un but à atteindre ou une jauge de réussite. Le cerveau est donc tenté sans cesse de nous comparer aux proches qui nous entourent pour nous évaluer et nous situer par rapport à ces normes. Et désormais, on est aussi en mesure d'étendre cette comparaison sociale donc avec une grande majorité d'inconnus en temps réel et à tout moment de la journée avec les réseaux sociaux. Il y a un proverbe qui dit que comparaison n'est pas raison, c'est-à-dire que toute comparaison a ses limites et ne peut faire office de preuve. La comparaison de soi avec les autres, particulièrement lorsqu'elle dépasse le cadre de nos proches,
ou de ce qui nous est strictement nécessaire pour raisonner, analyser, lorsqu'aussi la comparaison ne se fait vis-à-vis que de toujours mieux que soi, eh bien tout cela peut amener à des situations d'envie, voire de jalousie ou de colère. C'est aussi ce que pensait le philosophe Spinoza, qui considère que la comparaison n'engendre que des passions tristes, l'envie, la haine, la tristesse, le sentiment d'insuffisance. Selon lui-même, l'aveugle, tant qu'il s'abstient de se mesurer à ceux qui voient, ne se sent nullement imparfait. C'est un peu comme lorsque j'étais petite et que je ramenais une bonne note à l'école. Parfois, avant de me féliciter pour cette bonne note, on me demandait quelle était la moyenne de la classe. Dans ce cas, la comparaison pouvait anéantir ou augmenter mon sentiment de fierté, alors qu'objectivement, j'avais simplement obtenu une bonne note. Cela me fait venir à dire que si la comparaison devient compulsive, qu'elle se produit en l'absence de capacité d'empathie et d'altruisme, de capacité de se réjouir pour les autres, en l'absence aussi de capacité de réaliser que ce que l'on a tendance à montrer et à voir en société n'est qu'une partie de la réalité, alors la comparaison nous invite à croire que nous ne sommes pas heureux tant que nous ne sommes pas au top, voire tant que nous ne sommes pas au-dessus des autres. La comparaison devient alors une recherche de perfection qui par définition n'existe pas. Aujourd'hui, on a encore plus tendance à se comparer, car le capitalisme et les entreprises doivent innover toujours plus pour réussir à nous vendre des choses. Pour cela, ils utilisent la tendance naturelle de notre cerveau à nous comparer pour nous pousser à la consommation ou à la performance. Les entreprises utilisent la théorie de la comparaison sociale, mais en stimulant majoritairement des situations de comparaison ascendantes pour susciter du désir qui se transforme parfois en insatisfaction. C'est aussi ce qui est malheureusement employé dans certaines techniques de management, par exemple lorsqu'on désigne l'employé du mois. Un autre champion de l'usage des effets de la comparaison sociale pour nous motiver à consommer, c'est évidemment les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, particulièrement Instagram, sont conçus pour nous pousser à la comparaison, ce que j'appelle malsaine, car le but même, par exemple, du réseau Instagram, c'est d'y apparaître plus glamour, plus célèbre qu'on est réellement. Peu importe à quel point on est connu, il faut que la vie soit parfaite, plus colorée, plus excitante. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, car ces mots-là, c'est un extrait de l'excellent Thema d'Arte intitulé Instagram, la foire aux vanités, que je vous conseille par ailleurs vivement de regarder si vous vous intéressez à ces sujets. Toujours d'après Yves-Alexandre Talman, que j'ai déjà cité en début d'épisode, lorsqu'on se soumet en permanence à des comparaisons ascendantes, par essence donc qui nous sont défavorables, on risque de dégrader notre humeur. Des études ont par exemple montré que passer trop de temps sur les réseaux sociaux accentue les risques de troubles dépressifs chez l'adolescent. Comme le résume parfaitement l'article du dernier numéro d'Esprit Yoga Magazine, intitulé La comparaison voleuse de joie, la comparaison nous enferme dans une obsession de soi, hermétique à la fluidité du monde et envieuse du bien-être de ceux qui nous entourent. Lorsque nous nous comparons aux autres, le mental est orienté vers l'extérieur. Alors comment faire ? Selon ce même article d'Esprit Yoga Magazine, il faudrait s'inspirer plutôt que se comparer. Personnellement, j'aime beaucoup cette approche. J'aime l'idée de me dire qu'on peut apprivoiser cette tendance à la comparaison en entraînant le mental un peu comme un muscle. L'idée, c'est d'apprendre à faire la différence entre d'un côté un mode par défaut qui existe dans notre cerveau et qui cherche chez les autres en permanence ce qui nous manque, avec un regard comparatif tourné vers l'extérieur. Et de l'autre côté, une capacité que nous pouvons avoir volontairement, consciemment, à tourner le regard vers l'intérieur pour questionner ce que nous voulons vraiment, avec notre cœur, nos tripes, notre âme, si cela vous parle, en laissant de côté quelques instants l'injonction sociale à se définir toujours par comparaison uniquement. Pour revenir à mon exemple du début, lorsque ça m'arrive maintenant de questionner la satisfaction que je pouvais avoir de ma tenue dans une soirée, je m'efforce toujours de revenir à ce sentiment de satisfaction que j'ai eu devant mon miroir avant de me comparer aux autres à la soirée. Car vouloir arrêter tout simplement de se comparer, c'est aussi irréaliste que vouloir arrêter de penser. Ça fait partie de nous-mêmes. Mais on peut apprivoiser cette tendance naturelle du cerveau pour choisir les situations objectivement intéressantes à la comparaison. Et revenir à ce qui se passe à l'intérieur de nous lorsque la comparaison ne nous apporte rien. Cela va également nous aider à développer notre capacité d'empathie et de gratitude, et celle aussi de pouvoir faire des choix cohérents avec ce que nous voulons vraiment.
Tout ça va nourrir favorablement notre comparaison pour en faire une source d'inspiration. C'est aussi le principe de contentement, en sanskrit qu'on appelle santosha, qui est prôné par la philosophie du yoga. Et oui, nous y sommes. Les bienfaits du yoga et de la méditation sur la tyrannie de la comparaison sont nombreux. La philosophie du yoga nous invite à couper les stimulations de l'extérieur pour mieux se reconnecter à ce qui nous touche, ce qui nous définit, ce que l'on ressent vraiment à l'intérieur de nous. Alors, c'est vrai, dans la pratique du yoga contemporaine, digitale, la comparaison est aussi de mise. Généralement, sur les réseaux sociaux, on ne voit que des postures impressionnantes. Moi, la première, j'essaie de lutter contre cette tendance dans mes posts, mais l'aspect extérieur de la posture est souvent mis en avant. Pourtant, l'aspect extérieur de la posture ne dit rien de l'état dans lequel on a pu évoluer dedans, la façon dont on a pu y respirer, ce qu'on a pu y ressentir. On présente aussi un peu trop à mon goût sur les réseaux sociaux, dans les médias, la méditation comme un outil de plus pour se développer, pour s'améliorer, être plus concentré, plus détendu, plus productif. Pour moi, la pratique du yoga et de la méditation, lorsqu'on les dépouille un petit peu de leur aspect marketing, nous invite vraiment à recentrer notre regard vers l'intérieur. C'est pour ça que j'ai pour habitude de dire à mes élèves que les postures ne sont qu'un prétexte et que je poste par ailleurs très peu de vidéos de ma pratique personnelle sur les réseaux sociaux. Ce qui compte, c'est pas vraiment à quoi on ressemble dans les postures, mais comment ce qu'on ressent en nous quand on bouge et respire nous aide à laisser de côté la comparaison. Pour terminer cet épisode, je cite à présent Isée Tardan-Masquelier, une grande autrice qui a beaucoup écrit sur la philosophie du yoga et qui parle de la pratique du retrait des sens, qu'on appelle pratyahara en sanskrit, qui est par ailleurs une étape importante pour atteindre l'état de yoga, selon les Yoga Sutras de Patanjali, un texte majeur de la philosophie ancienne du yoga. Elle dit cela. L'expérience sensorielle n'est nullement dévalorisée en elle-même. Elle joue un rôle d'information fondamentale pour la connaissance du monde et de soi. Ce qui est en jeu avec pratyahara, c'est le maintien d'une hiérarchie entre l'essence et le centre cognitif. En effet, au quotidien, les sens demeurent constamment extériorisés, branchés sur leur objet, gorgeant le moi d'informations et d'impulsions qui l'éparpillent, lui faisant perdre son unité. L'homme vit ainsi dans un asservissement spontané à l'extériorité, d'où la difficulté du retour sur soi, l'énergie à mettre en œuvre pour construire une stabilité ou un contentement qui ne dépendent pas uniquement des événements ou d'autrui. Pour moi, ce dont elle parle ici, en expliquant comment doit fonctionner et quels sont les avantages de pratyahara, le retrait des sens, est assez similaire à ce qu'il faudrait envisager vis-à-vis de la comparaison. Garder un temps de pratique posturale, respiratoire, méditative ou même de relaxation pour tourner notre attention vers l'intérieur nous aide à nous mettre en retrait, l'espace de quelques minutes seulement peut-être, de cette tendance naturelle, presque compulsive à la comparaison. Cela nous aide à nous reconnecter à ce que nous voulons, ou simplement à prendre un temps pour nous, sans objectif de réussite ou de performance. C'est ce que je vous propose avec la pratique associée à ce dossier dans l'épisode qui suit.